Donc, le titre de ma présentation, c'est l'eau et la vie. Et je voulais juste, donc d'abord pour juste poser le scénario. Donc, on sait tous maintenant que l'eau liquide est nécessaire à la vie aujourd'hui. Et la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est basée sur la chimie du carbone réduit, sur la présence de macromolécules, donc que ce soit des protéines ou des acides nucléiques. Pourquoi? Parce qu'il faut la conservation de l'information, la réplication, la catalyse. Donc ces macromolécules jouent tous ces différents rôles. Et également sur la présence de l'eau. Donc ça, c'est la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et nous savons aussi que l'eau est nécessaire à la vie aujourd'hui. Elle est présente dans tous les organismes vivants, jusqu'à 95% dans les méduses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Nous savons aussi que l'eau lourde, donc avec l'isotope du deutérium, est toxique. Donc, si vous deviez uniquement boire de l'eau lourde, vous auriez des problèmes au niveau de votre métabolisme. Et que l'homme, comme on sait, pour son bien-être, doit boire à peu près 1,5 à 2,5 litres d'eau par jour. Donc l'eau, c'est vraiment le solvant de notre vie, c'est la salive, c'est les larmes, c'est les sucs gastriques, c'est l'urine, c'est la sueur. Donc là, il n'y a pas de doute sur la présence de l'eau aujourd'hui. Mais la question qui se pose, est-ce que l'eau liquide est nécessaire à toute forme de vie? Donc c'est à cette question-là que j'aimerais bien répondre aujourd'hui avec vous. Et alors, voici le plan de l'exposé que je souhaite faire. Je vais d'abord commencer par quelque chose dont je sais que vous allez avoir une autre intervention, je crois que c'est jeudi, par Puris sur la définition de la vie pour point de vue d'une biologiste. Mais ici, je vais quand même faire un petit peu sous forme de clin d'œil sur la vie à la recherche d'une définition avant de me lancer dans la partie à proprement dire sur l'eau. Donc vous parlez de l'eau de la molécule, donc vraiment en tant que physico-chimiste, l'eau en tant que solvant, et puis montrer que l'eau est un constituant actif en biologie aujourd'hui. Et puis on va répondre à la question, est-ce que l'eau est nécessaire à toute forme de vie, ayant toutes ces informations que je vous aurais données avant. Alors, la recherche d'une définition de la vie. Alors, qui cherche une définition de la vie? Donc on pourrait dire les biologistes, et là vous aurez la réponse de Puris jeudi. Mais d'autres personnes s'intéressent également à avoir une définition pour la vie. Certainement les personnes qui s'intéressent à la vie artificielle, les personnes qui s'intéressent à l'exobiologie et aussi les personnes qui s'intéressent à l'origine de la vie. Et donc je vais un petit peu d'une manière caricaturale vous donner quelles seront les définitions que vont chercher les biologistes, ceux qui s'intéressent à la vie artificielle, à l'exobiologie et à l'origine de la vie. Alors les biologistes, ils savent ce que c'est la vie. Je crois que la majorité des biologistes, pas les biologistes qui sont impliqués dans le domaine de l'exobiologie, ils savent ce que c'est, ils ne se posent pas la question. Ils travaillent avec des systèmes, eux, ils savent que c'est vivant, c'est un animal pour un zoologiste, ou c'est une plante pour un botaniste, ou c'est un organisme unicellulaire pour les bactériologistes. Et ils ne cherchent vraiment pas, ce n'est pas le but de leur recherche de définir une propriété qui est partagée par tous les êtres vivants. Donc là, ils savent ce que c'est et ils travaillent avec des organismes qui sont des organismes vivants. Ceux qui s'intéressent à la vie artificielle, ici, quand ils cherchent à dire qu'un organisme il est vivant, donc ici pour représenter le petit robot à côté de la fourmi qui est représentée sur ce dessin, en réalité, ils s'intéressent à des similarités de comportement. Le fait dans ces petits robots et ces swarm robotics, tous ces robots qui viennent se mettre ensemble pour s'entraider, pour franchir certains caps, ça, c'est vraiment un comportement avec les êtres vivants. Donc, ils cherchent vraiment des caractéristiques très générales comme l'autorégulation, l'agrégation et des choses pareilles, mais à aucun moment, ils ne s'intéressent aux matières constitutives de tous les êtres vivants. Donc, ils ne s'intéressent pas du tout de quoi est fait les êtres vivants que nous avons aujourd'hui sur Terre. C'est vraiment uniquement des similarités de comportement. Et quand ils cherchent ces similarités de comportement, évidemment, ils cherchent une définition de la vie qui est aussi simplifiée que possible. C'est juste pour vous montrer que ce n'est pas du tout à la recherche de la même chose si on fait la vie artificielle ou la vie en tant que biologiste. Alors pour les exobiologistes, ici je commence à rentrer sur un terrain un petit peu plus glissant, mais généralement les exobiologistes, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à trouver les composants de tous les êtres vivants. Donc, ils cherchent à retrouver les molécules qui sont à base de carbone, les molécules chirales. Donc, la chiralité joue un rôle important. Et ici, évidemment, j'ai représenté en rouge l'eau. Donc, c'est ces recherches de ces molécules qu'on trouve dans les organismes vivants. Et aussi, la définition est assez réduite. Alors ici, j'ai écrit attention à l'excès de réductionnisme. Et puis, pour vous montrer le risque qu'on peut avoir si on fait trop de réductionnisme en disant on a trouvé ces molécules, donc nous avons
la vie. Donc, si on prend d'abord une conférence qui avait été donnée à la NASA dans les Space Life Science Lectures en 1992, la phrase, c'était que des radioastronomes ont découvert une large gamme de molécules organiques dans le milieu interstellaire. On doit donc arriver à la conclusion inéluctable que la vie doit exister partout dans le cosmos. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure pour vous dire, c'est un petit peu un excès de réductionnisme. Présence de molécules organiques ne veut pas dire présence de vie. Et alors, vraiment sous forme d'un clin d'œil, c'est une blague qui est apparue dans les journaux suite à l'annonce faite par la NASA en 2006 qu'il y avait des présences de traces d'eau sur Mars. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être un petit peu difficile de lire, mais on a ici la personne, le spokesman de la NASA qui dit « Nous avons peut-être éventuellement trouvé des explications qui pourraient faire croire qu'un jour, il y a eu peut-être des traces de l'eau, en prenant toutes ces précautions possibles pour dire « Il y a peut-être des traces de l'eau sur Mars ». Et que font les journalismes? Il y a de la vie sur Mars, nous ne sommes pas seuls, une nouvelle vie commence. Donc, c'est ce problème de communication aussi, et la phrase qui est en dessous, on peut espérer que la vie sur Mars est plus intelligente que la vie sur Terre. Donc, c'est ça l'excès de réductionnisme. On a vu des traces d'eau, ce n'est pas pour autant, ou des possibles, éventuelles traces d'eau, ou qu'il y a eu de l'eau sur Mars, ce n'est pas pour autant qu'il y a de la vie sur Mars. Alors, ici, pour la définition, pour les personnes qui s'intéressent à décrire l'origine de la vie, ici, j'ai repris une figure de Stanley Miller qui a fait cette expérience, qui a vraiment été une expérience dite d'exobiologie, donc où il a fait passer ses arcs dans un milieu en fonction de la composition. Il est arrivé à montrer qu'il y avait des acides aminés qui étaient synthétisés. Donc, pour ceux qui s'intéressent à décrire l'origine de la vie, ils s'intéressent à l'origine des molécules qui sont identiques à la vie que nous avons aujourd'hui, à celle qui est présente dans les êtres vivants aujourd'hui. Et donc, les exobiologistes, plutôt les personnes qui s'intéressent à l'origine de la vie, vont s'intéresser à des conditions prébiotiques pour l'origine des acides aminés, des acides nucléiques et des molécules également à haut contenu énergétique, puisqu'on a toujours besoin de cette source d'énergie. Donc, on voit biologistes, exobiologistes, vie artificielle, origine de la vie, chacun recherche une autre définition. Et je voudrais terminer en se disant, est-ce qu'il faut vraiment une définition de la vie pour pouvoir travailler dans ces domaines? Est-ce qu'on a besoin de savoir ce que c'est que la vie pour faire de la biologie? Est-ce qu'on a besoin de avoir une définition claire et nette pour pouvoir commencer à faire de l'exobiologie? Alors, ici, une définition non ambiguë n'est cependant pas toujours nécessaire ni même utile en sciences. Et si on prend le cas des physiciens, les physiciens qui font des découvertes remarquables, qui font un travail remarquable, ils n'ont pas de définition pour l'énergie et le temps. Donc il n'y a pas de définition que tout le monde accepte pour l'énergie et le temps. Ça n'empêche pas les physiciens de faire des choses qui sont absolument remarquables. Et je crois qu'il y a même Feynman qui a dit « Moi, le temps, je ne sais pas ce que c'est. Tout ce que je connais, c'est le temps que je dois attendre pour que mon bus arrive le matin. » Donc c'est vraiment, pourtant, Richard Feynman, on ne va pas douter que c'était quand même un physicien absolument hors pair. Et alors, on a... attendez, excusez-moi, je vais dans le mauvais sens. Et alors, si on prend maintenant une citation d'un physicien hollandais, Hendrik Kramers, qui a dit « Dans le monde de la pensée humaine en général et dans les sciences physiques en particulier, les concepts les plus importants et les plus enrichissants à ceux à qui il est impossible d'attacher une définition bien précise. » Donc ça pousse quand même d'aller de l'avant si on n'a pas, et ce n'est pas nécessaire d'avoir cette définition. Alors, ici aussi, je trouve qu'il faut reprendre, donc ceci c'est je suis tombée sur le site de Maggie Turnbull, où elle veut parler de la vie, la question faut-il une définition? Elle dit que c'est évidemment une tendance humaine de vouloir mettre tout dans des catégories. Ceci est vivant, ceci n'est pas vivant, mais ces catégories sont artificielles. L'univers ne connaît rien de ces catégories. On devrait penser en termes d'un continuum, mais définir la vie comme une catégorie, comme quelque chose dans une boîte, et qui a la boîte, et ce qui est dans la boîte et ce qui n'est pas dans la boîte, va toujours continuer à produire des exceptions. Donc ceci, ça vient du site de Maggie Turnbull l'année dernière, donc en 2012, mais on peut retourner quelques siècles en arrière, et si on prend dans l'histoire des animaux d'Aristote,
il y a bien que la nature passe des êtres sans vie aux êtres animés par des nuances tellement sensibles que la continuité nous cache la limite commune des uns et des autres et qu'on est embarrassé de savoir quel des deux extrêmes on doit rapporter l'intermédiaire. C'est que la nature passe sans discontinuité des êtres privés de vie aux animaux vivants. Donc Aristote l'a dit il y a plusieurs siècles, Maggie Turnbull le redit, effectivement, c'est de savoir où est cette limite. On pourrait encore longuement en discuter, mais ce n'est pas ça l'objet de ma présentation, c'est de quand même arriver à vous parler de l'importance de l'eau dans la vie que nous avons aujourd'hui. Et donc, je suis bien obligée de vous donner une définition de la vie, mais plutôt, je vous donne ici un système minimum qui est nécessaire pour qu'il puisse y avoir vie. Donc, c'est vraiment la définition point de vue d'une chimiste, et je n'ai pas appelé ça une définition de la vie, mais plutôt de ce système minimum. Et dans ce système minimum, il faut reprendre des choses qui sont les mots qui sont en rouge. Donc, il faut un système qui est ouvert au sens de la thermodynamique. Donc, il faut qu'il puisse y avoir échange, il faut échange d'énergie, il faut échange de matière également. C'est un système ouvert, mais qui doit être codé, au sein duquel se déroulent des réactions chimiques. Donc, réaction chimique veut dire qu'il y a matière, il y a des choses qui sont en train de se passer, mais ces réactions chimiques doivent être régulées au niveau spatio-temporel, qui permettent à l'être vivant de maintenir son intégrité. Donc, le fait, c'est qu'on a une entité, on a un milieu, de réguler ces échanges et de se diviser en deux systèmes aux propriétés semblables, mais non nécessairement identiques à celles du système initial. Donc, ce que j'ai écrit ici et les mots que j'ai mis en rouge, je peux vous le représenter d'une autre manière, de cette manière ici, avec un petit schéma. Nous sommes dans un solvant. Il y a une barrière, il y a une existence d'une frontière qui est semi-perméable, qui va séparer ce in de ce out, donc il peut y avoir des échanges. Il y a une chimie qui est en train de se passer, cette chimie, la régulation, la réplication, tout ce qui est codé, tout ce qui est ce système énergétique. Donc il faut que cette chimie se passe, mais il faut également qu'il y ait un solvant. Donc imaginez une vie qui se passerait dans une phase solide ou dans une phase gazeuse est peu probable. En phase gazeuse, parce qu'il faut quand même une certaine concentration des molécules pour qu'il puisse y avoir cette chimie qui est en train de se passer. En phase solide, il faut quand même que les molécules puissent se diffuser et puissent se rencontrer, quelque chose qui ne pourrait pas se passer si on se trouvait en phase solide. Donc, il faut cette frontière, dont je vais encore parler, de cette chimie qui doit être codée et de ce solvant dans lequel les choses doivent se passer. Alors, juste pour rappel, actuellement, c'est une chimie qui est basée sur la chimie du carbone réduit, donc les macromolécules qui jouent le rôle important au niveau de la régulation et de la réplication sont basées essentiellement comme atome de base, c'est le carbone réduit, et le fait d'avoir l'eau qui est présente. Alors, avec cette définition du système minimum, on va voir quel est le rôle que joue ce solvant au niveau de la possibilité d'une existence d'une frontière et la possibilité de cette chimie avec la régulation et la réplication qui peut se passer. Donc ici, on rentre maintenant dans la partie plus chimique, sur la définition, sur des discussions sur l'eau en tant que molécule et l'eau en tant que solvant. Donc vous allez peut-être avoir l'impression de retourner à vos cours de base de chimie, c'est bien ça, on retourne bien tout à fait à la base, mais pour vous montrer quand même que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué de savoir ce que c'est que l'eau, j'ai repris ici un paragraphe qui vient dans l'introduction d'un livre qui s'appelle, dans la série Demain la physique de Odile Jacobs, et cette introduction s'intitule « L'étendue de notre ignorance ». Et il est marqué « Il n'est nul besoin d'aller loin pour atteindre les limites de notre connaissance. L'eau, ce liquide omniprésent, essentiel à la vie, est loin d'avoir relevé tous ses secrets, qu'il s'agisse de propriétés physiques de l'eau pure ou des propriétés physico-chimiques précises qui en font le solvant qui a permis l'éclosion de la vie. » Donc c'est quand même, et ça reste encore aujourd'hui, un solvant qui est un solvant qui donne énormément de travail à beaucoup de physiciens et de physico-chimistes. Donc l'eau, la molécule, premièrement, si on regarde l'abondance des éléments dans notre galaxie et qu'on regarde pour 100 000 noyaux, on voit que l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, le carbone et l'azote sont parmi les éléments qui sont les plus abondants dans notre galaxie. Alors, pour revenir à la phrase qu'on avait vue avant dans les leçons de la NASA en disant «
nous avons trouvé des molécules organiques, donc c'est que la vie est omniprésente dans l'univers. Il est évident qu'avec une composition telle que celle-ci, avec l'abondance de l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène et de l'azote, l'eau et les molécules organiques sont nécessairement abondantes dans l'univers. Donc elles sont là, donc ce n'est pas nécessairement trace de vie, elles sont abondantes de par déjà la distribution des éléments dans la galaxie. Alors, la molécule d'eau, qu'est-ce que c'est? La molécule d'eau, que nous avons donc 3 atomes. Nous avons l'atome d'oxygène qui a, si on retourne à la configuration électronique, l'hybridation qui est donnée ici, 1s2, 2s2 et 2p4. Et nous avons l'hydrogène avec son électron qui a une hybridation qui est 1s1. Donc cette molécule d'eau, lorsqu'on forme les liaisons covalentes entre l'oxygène et l'hydrogène, il y a le recouvrement des orbitales hybrides de l'atome d'oxygène sp3 avec l'orbital 1s de l'hydrogène. Et nous avons 2 liaisons ici, oxygène, hydrogène, oxygène, hydrogène. Mais la molécule d'eau, il faut se souvenir, elle n'est pas linéaire, elle a un angle bien précis. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'oxygène a une hybridation sp3, donc 4 orbitales sp3 qui contiennent les électrons. Et outre les 2 liaisons, les 2 orbitales moléculaires qui sont formées ici, donc entre le recouvrement de l'orbital sp3 et 1s d'un hydrogène, une autre orbitale sp3 et une autre orbitale 1s de l'hydrogène, on a encore 2 orbitales sp3 qui contiennent chacune 2 électrons. Donc on a ce qu'on appelle les doublets d'électrons non liants, et ces doublets d'électrons non liants sont directionnels. Donc il y a une forme tétraédrique de ces orbitales. Nous avons donc ici, dans la molécule non linéaire avec l'angle de 104,5 degrés, c'est l'angle ici. L'angle ici est légèrement plus grand, il y a une plus grande répulsion dans la densité électronique des doublets d'électrons non liants, mais ce n'est pas un tétraèdre parfait, mais il ne faut pas oublier que la molécule d'eau, si on prend en compte les doublets d'électrons non liants, les orbitales ont bien une forme tétraédrique, une disposition tridimensionnelle dans l'espace, et ce qui explique aussi que la molécule, si on regarde maintenant les noyaux, n'est pas une molécule qui est linéaire. Alors, de par la présence de l'oxygène qui est plus électronégatif que les hydrogènes, qu'est-ce qu'elle a en particulier, cette molécule d'eau? Cette molécule d'eau, en plus, a un caractère polaire qui est très très marqué de par la polarisation des liaisons OH. Et on a un moment dipolaire de l'eau qu'on va voir va jouer un rôle important, le moment dipolaire de l'eau qui vaut 1,85 de Baye. Donc c'est une molécule polaire. Si elle avait été linéaire, cette molécule, évidemment, elle n'aurait pas eu de moment dipolaire puisqu'on aurait eu à chaque fois les liaisons OH qui se seraient été opposées l'une à l'autre, et donc on n'aurait eu plus une molécule dipolaire, mais une molécule quadrupolaire à ce moment-là. Alors l'eau, de part, il y a quelque chose d'extrêmement important dont il faut parler dans l'eau, c'est sa possibilité de former ce qu'on appelle des liens hydrogènes. Ce n'est pas propre qu'aux molécules d'eau, mais c'est quelque chose qui va être extrêmement important lorsqu'on va parler des propriétés de l'eau en tant que solvant. Alors, rappel de la définition de ce que c'est qu'une liaison ou un lien hydrogène, donc c'est ce qu'on appelle une liaison non covalente. Ce sont des liaisons donc, qui sont plus faibles que les liaisons covalentes. Et c'est quoi? C'est l'interaction entre des atomes possédant des doublets non liants. Donc ici, je reprends un atome Y, ça pourrait être un atome d'azote, un atome d'oxygène par exemple, qui a un doublet d'électrons non liants, et un hydrogène qui est porté par un autre atome électronégatif. Donc X et Y sont tous les deux des atomes, si vous voulez, électronégatifs. Celui-ci va avoir comme effet de donner un caractère delta plus à l'hydrogène qui lui est lié d'une manière covalente. Et il y a donc maintenant, avec cet excès, donc ce doublet d'électrons non liants qui est ici, on va avoir donc cette base de Lewis, si vous voulez, cette interaction qu'il y a de manière non covalente entre l'hydrogène et cet atome Y qui est présent ici. C'est ce qu'on appelle une liaison hydrogène. Donc beaucoup plus faible que les liaisons covalentes. Une liaison covalente, généralement, on dit que la force de la liaison est d'environ 400 kJ par mole. Ici, l'enthalpie d'interaction est de l'ordre de 20 kJ par mole. Donc, quantitativement différent d'une liaison covalente, qualitativement pas vraiment. Tout ça résulte de recouvrement d'orbitales de densité électronique, comme si c'était une liaison covalente ou non covalente. Alors si on prend maintenant la molécule d'eau a 2 hydrogènes qui sont polarisés delta+, mais elle a aussi 2 doublets d'électrons non liants, comme ici dans la molécule Y. Donc une molécule d'eau, ici, a la possibilité de former théoriquement, elle peut former 4 liens H. Chacun des doublets d'électrons non liants de l'oxygène
peut interagir avec un autre hydrogène d'une autre molécule d'eau ou bien d'une autre molécule qui est présente. Ici, j'ai tout fait comme interaction entre les molécules d'eau. Et évidemment, les deux hydrogènes qui sont ici peuvent également former des liens H avec des doublets d'électrons non liants de deux autres molécules d'eau qui sont présentes dans son voisinage. Donc, possibilité de 4 liens H par molécule d'eau. Alors, le fait... Donc ici, une autre représentation, on a les molécules d'eau qui peuvent former ces 4 liens H, donc l'oxygène, les hydrogènes qui sont liés entre eux. Et c'est vraiment le fait que ces molécules d'eau, qu'il y a cette cohésion entre ces molécules d'eau, fait qu'on peut arriver à de l'eau liquide. Donc que ces molécules peuvent interagir entre elles et peuvent former une phase condensée. Donc ceci est quelque chose d'extrêmement important pour arriver à avoir une phase condensée. Alors, c'est ici que les choses sont encore, il y a encore des grands points d'interrogation en ce qui concerne la structure de l'eau. Alors, la structure de la glace, il existe 15 phases cristallines différentes pour la glace. Donc, la façon dont les molécules d'eau s'agencent entre elles. Il y a aussi des phases métastables, il y a 15 phases pour la glace. Mais en ce qui concerne l'eau, il y a encore énormément de travaux qui sont faits, encore énormément de débats sur quelle est la structure de l'eau liquide. Mais il est évident que là-dedans, il y a les liens hydrogènes qui jouent un rôle extrêmement important. Et des travaux assez récents du SLAC à Stanford qui montrent qu'il y aurait dans l'eau, donc ce sont des techniques d'investigation extrêmement sophistiquées, et les derniers résultats montreraient que les molécules d'eau, il existe 2 cosystèmes dans l'eau liquide, ce qu'ils appellent des clumps, donc des agrégats si vous voulez, d'environ une centaine de molécules avec une coordination tétraédrique. Et donc le fait que ces molécules se coordonnent d'une façon tétraédrique, ils expliquaient, c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient assises autour d'une table, ils sont bien rangés les uns autour des autres, ils prennent assez de place, et c'est ce qu'ils appellent l'eau, bien qu'elle soit une coordination tétraédrique, qui est de l'eau de faible densité. Et autour de ces tables où les gens sont assis, l'image qu'ils donnent, ce sont des personnes qui sont en train de danser sur une piste de danse et il y a beaucoup trop de personnes. Donc ces gens-là sont très proches les uns des autres, mais ne sont pas organisés les uns par rapport aux autres. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique et ce qu'ils appellent l'eau désorganisée ou l'eau qui est à haute densité. Et ils disent qu'il y a évidemment un échange perpétuel. Donc d'abord les gens qui se trouvent sur cette piste de danse qui sont extrêmement dynamiques, mais également ces clusters, les gens sont assis, puis retournent sur la piste de danse, et puis ceux qui sont fatigués viennent s'asseoir. Donc il y a une dynamique extrêmement importante de ce côté-là. Et c'est cette dynamique qui a une durée de vie de l'ordre de 10 exposant moins 11 secondes. Et ils parlent de la danse moléculaire de l'eau. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement dynamique, avec l'idée que lorsqu'on augmente la température, il y a plus d'eau haute densité et moins d'eau basse densité, ce qui fait que ça rend à quelque chose qui est de beaucoup moins structuré, qu'on arrive à la phase gazeuse, à ce que tout puisse s'évaporer lorsqu'on arrive à des températures d'ébullition. Donc, l'eau liquide, elle est structurée, il y a une coordination, les molécules d'eau cherchent à former les liens H, mais ce n'est pas évidemment dans tout le système. Là, on aurait alors une phase qui serait condensée, qui serait une phase solide. Ce n'est pas ça, on a bien quelque chose qui est une eau qui est liquide à ce moment-là. Alors, on est passé de la molécule à l'eau. Là, pour en parler un peu hier soir, c'est un problème d'émergence, puisque le problème d'émergence, c'est qu'évidemment, l'eau liquide a des propriétés qu'on ne peut pas expliquer rien qu'en regardant ce que c'est que la molécule. Donc, on peut parler d'émergence de la vie, mais on peut aussi dire que c'est ici un exemple parfait d'émergence en chimie, l'eau liquide par rapport aux molécules d'eau. Alors, si on regarde maintenant un petit peu les propriétés physico-chimiques de l'eau liquide, alors, on voit que si on prend la tension superficielle, et que je compare l'eau à différents solvants, que je compare à d'autres solvants polaires comme l'éthanol, ou bien des solvants purement organiques comme le décane, ou un autre solvant dont on aura l'occasion de reparler, qui est le formamide, on voit que parmi tous les solvants, l'eau a une tension superficielle qui est extrêmement élevée. Il n'y a que le mercure qui a une tension superficielle plus élevée que celle de l'eau. Donc, l'eau a une tension superficielle extrêmement élevée. C'est une mesure qu'on peut dire de la cohésion du solvant. Vous connaissez tous, et je l'illustrerai dans un moment, pour cette cohésion, à quoi est-ce qu'elle peut conduire. Si maintenant on regarde une autre propriété, la constante diélectrique de l'eau, on voit que la constante diélectrique de l'eau, également, si on compare à l'éthanol, au décane et au formamide, donc
il n'y a que le formamide dans cette série de solvants qui a une constante diélectrique plus élevée. Mais l'eau a une constante diélectrique qui est également, par rapport aux autres types de solvants, extrêmement élevée, qui va avoir une importance également. Maintenant, si on prend la chaleur spécifique de l'eau, la chaleur spécifique, donc c'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir pour chauffer d'1 degré, on voit que la chaleur spécifique de l'eau est beaucoup plus élevée que celle du décane ou que celle du formamide. Donc, il faut fournir pas mal d'énergie. Donc, cette tension superficielle élevée, cette constante diélectrique élevée, cette chaleur spécifique qui est élevée, sont toutes des critères, sont toutes des caractéristiques qu'il faut que l'eau est un très bon solvant pour la vie, et je vous en reparlerai plus tard. Si maintenant on prend la densité, voilà, j'avais ici le diagramme où on a les 15 phases cristallines connues pour l'eau, donc ils sont toutes représentées ici, donc la phase vapeur, la phase liquide et toutes les phases cristallines, et il suffit de faire des modifications de température ou de pression pour arriver d'une phase cristalline à une autre phase cristalline. Alors si on prend la densité de l'eau, là aussi il y a quelque chose qui est particulier dans l'eau, c'est que la glace, elle flotte sur l'eau. C'est le seul solvant dont le solide flotte. Vous prenez le formamide, vous prenez les autres, le solide va précipiter. Donc ici, la glace va flotter ici. On voit que la densité de la glace, elle est plus faible que la densité de l'eau liquide à 0 degré. Donc, en tout, si on devait regarder ces propriétés de l'eau et qu'on pourrait en regarder énormément d'autres et qu'on les compare à d'autres solvants, l'eau a des propriétés qu'on pourrait dire anormales, si on devait prendre des séries de solvants homologues, par exemple. Pour sa petite taille, formée de 3 atomes, pour sa petite masse moléculaire, les physico-chimistes comptent jusqu'à 66 anomalités pour l'eau dans ses propriétés par rapport à d'autres molécules qui sont des composants d'autres solvants. Et ce sont ces anomalités par rapport aux autres dont on va discuter plus en détail. Alors, juste pour illustrer quelles sont les conséquences de la grande cohésion de l'eau, c'est évidemment le fait que vous pouvez avoir les insectes qui sont en train de marcher sur l'eau, ou bien la formation de gouttes ici, joliment représentées comme des petites gouttes qui se trouvent sur des brindilles d'un arbre. Alors, toutes ces propriétés anormales, que j'ai mis entre guillemets, parce que l'eau est quand même un solvant qui n'a pas anormal pour la vie que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment la conséquence de ce réseau de 3D de molécules d'eau, le fait qu'il y a la possibilité de former des liens H, le fait que l'eau est un solvant qu'on appelle un solvant structuré. Alors, je pourrais revenir ici juste pour vous dire pourquoi est-ce que dans la vie aujourd'hui, l'eau, quelles sont les caractéristiques de l'eau qui sont intéressantes? Le fait qu'elle a une chaleur spécifique élevée, ça veut dire que l'eau est un très bon tampon pour des changements de température. Donc le fait que si la température externe doit choisir, ce qui se trouve dans l'eau n'est pas en train de subir en direct ces grands changements de température. Donc c'est un bon tampon de température. Le fait qu'il y a de la glace qui peuvent se former, je me trompe chaque fois, le fait qu'on puisse avoir de la glace, que l'eau va geler du haut vers le bas, veut dire que s'il y a vie qui se passe dans l'eau, elle est protégée lorsque la glace est en train de se former. L'eau en dessous reste de l'eau à 0 degré, elle ne va pas commencer à avoir des températures qui sont extrêmement faibles. Donc on a vraiment une protection également, ça joue aussi un rôle de protection, un rôle de tampon. Voilà déjà 2 caractéristiques qui vous montrent l'importance par rapport à la vie. Alors, regardons maintenant d'autres propriétés de l'eau, autres que les propriétés qu'on peut tabuler dans la table, les grandeurs physico-chimiques. Je voudrais vous parler un petit peu des propriétés de solubilisation de l'eau liquide. Donc, qu'est-ce qui est soluble dans l'eau? Donc, on peut regarder. Donc, si on prend maintenant des ions. Donc, des ions, vous mettez du sel, vous avez du Na et vous avez du sel, vous savez très bien qu'il faut mettre une quantité de sel quand même assez importante dans l'eau, alors que vous mettez du NaCl dans du chloroforme, là ça va tout de suite précipiter comme une roche au fond, vous n'allez pas pouvoir le solubiliser. Donc pourquoi est-ce que ces ions peuvent être solubilisés dans l'eau? Parce que si vous avez les doublets d'électrons non liants, l'eau joue le rôle de base de Lewis, puisqu'il y a ces présences de doublets d'électrons non liants, et peuvent donc solvater des cations. Des cations comme H+, ou H3 ou+, en réalité,
Na plus K+. Et ici, je vous montre l'exemple du sodium, donc le sodium Na+, qui est là. Vous voyez ici mes petites molécules d'eau, mes petites têtes de Mickey. Les hydrogènes sont les petites boules blanches qui sont ici. L'oxygène, la boule rouge. Et vous avez ici les deux doublets d'électrons non liants qui vont pouvoir faire cette interaction électrostatique, les doublets d'électrons non liants, le sodium chargé positivement, donc ce caractère interaction base de Lewis, acide de Lewis, si vous voulez. Donc, l'eau solvate très bien les cations. Mais l'eau solvate aussi très bien les anions. Et dans ce cas-ci, si je prends le chlorure, qu'est-ce qui se passe ici avec le... Oui, ici, il y a une petite faute, c'est SO4 il y a un petit problème d'indice et d'exposant. Si on prend le cas du chlorure, qu'est-ce qui se passe ici? Le chlorure a ses doublets d'électrons non liants. Ici, c'est plutôt des liens H qui sont en train de se former. Donc, ces hydrogènes qui sont delta+, qui peuvent faire ces interactions et se mettre autour du chlorure. Donc, si on met du sodium et qu'on met du chlorure dans l'eau, l'eau s'adapte très bien. L'eau va former des interactions favorables avec le sodium et favorables avec le chlorure, condition nécessaire pour que ces espèces puissent être solubilisées dans l'eau. Si on regarde maintenant ce qui se passe avec des molécules polaires, et l'exemple que j'ai voulu prendre ici pour la solubilisation de molécules polaires, je vous prends l'exemple ici du glucose, donc une molécule cyclique qui possède quand même plusieurs oxygènes et plusieurs groupements hydroxy. Si le glucose se trouve dans l'eau, il y a également possibilité d'interaction favorable avec ces molécules d'eau, puisque les oxygènes qui sont ici ont des doublets d'électrons non liants, donc peuvent former des liens H avec les hydrogènes de l'eau. Il y a également l'oxygène qui est ici, qui a des doublets d'électrons non liants également. Donc, il y a toutes ces possibilités représentées ici maintenant plutôt sous un modèle CPK. Donc, ceci, c'est maintenant la molécule de glucose où les oxygènes, les hydrogènes sont de nouveau en rouge et en blanc. Et vous voyez ici, en pointillé, vous représente toutes les possibilités de liens H, d'interaction favorable entre cette molécule polaire, qui est la molécule de glucose, et les molécules d'eau. Donc, en voyant ces trois exemples-ci, on voit que l'eau est un très bon solvant pour les ions, que ce soit des cations ou que ce soit des anions, est également un très bon solvant pour les molécules polaires. La question qu'on peut se poser maintenant, qu'est-ce qui se passe si on travaille avec des molécules apolaires, donc des molécules qui n'ont pas d'atomes électronégatifs, qui n'ont pas des charges partielles qui sont délocalisées, qui ont des moments dipolaires, quadrupolaires ou autres? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là lorsqu'on veut mettre des molécules apolaires dans l'eau? Alors vous allez me dire, on connaît tous l'exemple, on prend de l'huile et de l'eau et on secoue les deux et on voit bien que l'huile et l'eau ne sont pas miscibles. Mais on va maintenant quand même regarder qu'est-ce qui se passe avec certaines plus petites molécules que d'arriver jusqu'à la situation de la non-miscibilité. Alors, l'exemple que je vais prendre ici, pour vraiment prendre un atome, on va prendre l'atome de xénon, donc le xénon qui est monoatomique, un gaz noble. Ici, évidemment, on a quelque chose qui est parfaitement apolaire. Il y a une distribution de ces 54 électrons qui est quelque chose qui est totalement uniforme. Donc, on a quelque chose qui n'a aucun moment, aucun multipôle qui est présent au niveau de l'eau. Alors, pourtant, l'eau, du xénon, on peut en mettre dans l'eau. La solubilité est de l'ordre de 4 millimolaires, donc meilleure que pour le méthane. Donc, on arrive quand même à mettre du xénon dans l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met un composé apolaire ou hydrophobe dans l'eau? Ces molécules d'eau qui formaient des liens H entre elles, elles ne veulent pas perdre ces liens H. C'est quand même ça qui donne la cohésion de l'eau. Et les molécules d'eau, pour ne pas perdre, pour maximiser au mieux les liens H qu'elles avaient entre elles, elles vont se structurer autour de l'atome de xénon. Donc, paradoxalement, l'eau qui est déjà solvant structuré se structure d'autant plus au niveau d'un soluté qui est un soluté hydrophobe. Et donc, ici, c'est représenté par cette cage où c'est juste les oxygènes qui sont représentés. Je n'ai pas représenté les hydrogènes. Donc, il y a ici tous les oxygènes et les traits représentent les liens H entre ces molécules d'eau. Donc, il y a ce qu'on appelle le modèle de l'iceberg, donc où ces molécules d'eau vont se cristalliser d'une certaine manière, si vous voulez, autour de ces solutés hydrophobes. Et c'est ce qu'on appelle l'hydratation hydrophobe. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ces molécules essayent de maximiser leur lien H entre elles, puisqu'elles ne peuvent plus le former avec le soluté qui est ici présent. Et on a cette structuration des molécules autour de ce soluté hydrophobe. Alors, si on parle de cette structuration, on va reparler de certaines notions de thermodynamique, on va introduire des notions d'enthalpie et d'entropie, et maintenant quelques transparents qui vont vous parler d'enthalpie et d'entropie. Alors, ces molécules d'eau
qui doivent se structurer autour de ce soluté hydrophobe vont perdre de l'entropie. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait défavorable au point de vue anthropique. La dissolution, donc la variation d'entropie au moment de la dissolution du xénon dans l'eau, on a un delta S de dissolution qui est négatif. Donc, le travail nécessaire pour mettre ce xénon dans l'eau, on a bien ici un delta S, pas un delta S0, un delta S qui est négatif. Donc, ça, c'est pour l'entropie. En ce qui concerne l'enthalpie d'interaction, ben, paradoxalement, on peut le montrer, on a pu le faire avec des mesures qui ont été faites pour la dissolution du xénon dans l'eau et dans d'autres solvants, c'est que l'enthalpie d'interaction est favorable. Donc, enthalpiquement, c'est favorable. Pourquoi? Parce que ces molécules d'eau forment plus de liens H qu'elles ne font, puisqu'on est en train de structurer plus ces molécules. Donc, ces molécules structurées, ils vont former au maximum leur numéro de lien H. Et donc, on va avoir ici augmenter le lien H, et en plus, on va avoir un terme dispersif, donc une interaction de London, si vous retournez vers les interactions de Van der Waals, donc la composante attractive, qui est le terme dispersif de London, qui est favorable. Les molécules d'eau se positionnent également d'avoir une surface de contact le plus important possible avec le xénon. C'est l'atome d'oxygène, plus grand contact, et on se retrouve ici avec un delta H de dissolution qui est négatif, donc ici négatif voulant dire favorable. Alors si on retourne maintenant à l'équation delta G égale delta H moins T delta S, enthalpiquement c'est favorable, anthropiquement c'est moins T delta S, on a un delta S ici qui est négatif, donc on va avoir le terme T delta S qui n'est pas favorable, et malheureusement ce qui se passe c'est que le terme enthalpique ne compense jamais le terme anthropique. Et donc, comme le terme enthalpique ne compense jamais le terme anthropique, on va toujours avoir un delta G de dissolution qui est positif, donc quelque chose qui est défavorable. Mais il y a à retenir, il y a l'enthalpie et il y a l'entropie, et on va revenir à plusieurs reprises maintenant sur les termes de compensation enthalpie et entropie. Donc, juste pour regarder ce qui est en train de se passer maintenant, si on a regardé la dissolution cation-anion, molécules polaires, ça se passe bien, elles ont des interactions favorables avec les molécules d'eau. Les molécules d'eau ne sont pas particulièrement plus structurées à ce moment-là. Enthalpiquement et anthropiquement, la perte n'est pas trop importante. Dans le cas des molécules ou des surfaces hydrophobes, là, il y a un terme anthropique qui n'est certainement pas favorable. Et donc, la solubilité d'une substance dans une autre est toujours fonction de l'équilibre entre ces forces intermoléculaires, entre le solvant et le soluté, mais également, donc les forces intermoléculaires, c'est l'enthalpie, mais également le changement d'entropie qui accompagne la solvatation. Donc la solvatation, c'est bien les molécules d'eau qui viennent se mettre autour de ces solutés qu'on est en train de mettre dans le solvant. Donc ça, c'est les propriétés de l'eau liquide, ce qui m'amène tout de suite à vous parler maintenant de ce qu'on appelle l'effet hydrophobe. Donc ceux qui ont eu des cours de biochimie, il y a des gens qui ont une formation de biochimistes qui sont intéressés de biologie moléculaire. Donc l'effet hydrophobe, ça dit quelque chose à quelqu'un? Personne? Si, merci. Mais comme personne ne se manifeste, donc on va un petit peu regarder maintenant qu'est-ce qui se passe vraiment pour l'effet hydrophobe, parce que l'hydrophobie n'est qu'un cas particulier de ce qu'on appelle la solvophobie, donc le fait de ne pas aimer dans un solvant. L'hydrophobie, c'est ne pas aimer dans l'eau, mais on peut parler de la solvophobie, mais l'hydrophobie est quelque chose de bien particulier, et l'effet hydrophobe est quelque chose qui est extrêmement important pour expliquer la façon dont les choses se passent dans l'eau. Alors, pour vous parler d'effet hydrophobe, je vais regarder ici maintenant au niveau de la thermodynamique, donc ici les delta H0 et delta S0, donc bien les variations d'enthalpie standard et les variations d'entropie standard. Et je vais regarder ce qui se passe lorsqu'on compare. On va vraiment comparer deux situations totalement différentes en absence de solvant. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe si deux molécules s'associent en phase gazeuse par rapport à qu'est-ce qui se passe si deux molécules s'associent dans l'eau liquide. Alors, voilà mes boules pour représenter les associations. Donc, je prends ici une entité A, une molécule K, un récepteur, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Je vais l'appeler récepteur ou hôte et invité, donc une molécule A et une molécule B, qui peuvent former un complexe d'association. Donc, ce complexe d'association représenté ici par l'entité AB. On peut caractériser ça, c'est un équilibre par une constante d'affinité qui va être la concentration de l'espèce AB divisée par la concentration de A et la concentration de B qui reste lorsque nous sommes arrivés à l'équilibre thermodynamique. À ça, on associe généralement en chimie le delta G0
parce qu'on parle de concentration et pas d'activité. Donc on travaille souvent en solution diluée, donc on remplace les activités par des concentrations. On a delta G0 qui est moins RT, le ln de cette constante d'affinité, sans oublier évidemment que delta G0, c'est delta H0 moins T delta S0. Alors, regardons ce qui se passe lorsqu'on est en phase gazeuse. Alors, si on est en phase gazeuse, ma molécule A, elle a 3 n degrés de liberté. Okay, donc, elle a 3 n degrés de liberté, elle a 3 degrés de liberté de translation, 3 degrés de liberté de rotation, et je suppose que j'ai une molécule qui est non linéaire, et donc j'ai bien 3 degrés de translation, 3 de rotation, et 3 Na, si j'ai A atomes qui constituent cette molécule A, moins 6 degrés de vibration, ce qu'on appelle les degrés de liberté interne de la molécule, que vous avez dû voir dans vos cours de chimie physique et thermodynamique de base. Donc les 3N moins A, 6 degrés de vibration. La molécule B, également, elle a 3Nb degrés de liberté, 3 de translation, 3 de rotation, et les 3Nb moins 6 degrés de liberté interne, ces degrés de vibration. Lorsque je forme ce complexe d'association, A et B maintenant ne forment plus qu'un. Et donc j'ai 3Na plus Nb degrés de liberté, mais je n'ai toujours que 3 de translation et 3 de rotation, puisque les deux sont unis maintenant. Mais par contre, j'ai maintenant 3Na plus Nb moins 6 degrés de vibration. Donc si je compare à ce que j'ai ici lorsque j'ai formé mon complexe d'association, à ce qui s'est passé lorsque mes deux entités pouvaient se mouvoir indépendamment l'une de l'autre, j'ai perdu 3 degrés de translation, j'ai perdu 3 degrés de rotation. Par contre, j'ai gagné 6 degrés de vibration interne maintenant par rapport à ce que j'avais avant. Donc j'ai 6 degrés de vibration. Donc l'entropie de vibration, j'ai un gain. Par contre, j'ai une perte en ce qui concerne l'entropie de la translation et de la rotation de mon système. Donc toujours pour l'association en phase gazeuse, donc ces pertes de ces 3 degrés de translation et 3 degrés de rotation, c'est une perte. Donc je vais avoir la somme du delta S0 translation plus le delta S0 de rotation qui est négatif. L'entropie diminue, ce n'est pas quelque chose qui est favorable. Par contre, j'ai gagné 6 degrés de vibration, donc j'ai le delta S0 de vibration, puisque j'ai simplement décomposé en ces termes, qui lui est positif. Donc là, j'ai un gain d'entropie au niveau de la vibration. Si maintenant, mais le processus, tout se passe en même temps, perte de translation, perte de rotation, gain de vibration. Si je me trouve en phase gazeuse, le gain d'entropie de vibration ne va jamais compenser la perte d'entropie qui est liée à la translation et à la rotation. Donc, en phase gazeuse, il y a toujours une perte d'entropie lors de l'association en phase gazeuse. Donc, s'il y a perte d'entropie, ce n'est certainement pas le terme entropique qui est en train de rendre favorable cette association. Si j'ai une constante d'affinité qui est supérieure à 1, c'est que j'ai quand même formé ce complexe, c'est que dans ce cas-là, je dois me trouver dans une situation où, puisque le delta S0 est toujours négatif et c'est toujours défavorable à l'association, je me dois trouver dans une situation où enthalpiquement, c'est toujours favorable. Je dois avoir un delta G qui est négatif, sinon je ne suis pas en train de former mon complexe d'association. Le but ici est bien de regarder qu'est-ce qui se passe lorsque je forme ce complexe. Donc, ceci est en phase gazeuse, c'est favorable du point de vue enthalpie, mais ça n'est pas favorable du point de vue de l'entropie. Regardons maintenant ce qui se passe si on est dans l'eau liquide. Donc, je reprends ma bouche ici A avec ma boule B qui va former mon complexe AB, mais ici je l'ai mis dans le solvant. Ici sont des petites gouttes d'eau que vous voyez derrière, donc ces deux molécules sont plongées dans l'eau. Et j'ai structuré, je suppose ici qu'à cet endroit-ci, j'ai une surface qui est hydrophobe. Donc au niveau de ces surfaces hydrophobes, comme je vous ai expliqué avant, les molécules d'eau se structurent. Donc ce sont des molécules qui ont une entropie plus faible que les molécules d'eau qui vont se retrouver ici autour. Il y a évidemment d'autres molécules d'eau qui vont venir interagir avec des liens H qui sont favorables au niveau des surfaces qui sont hydrophiles, mais je ne les ai pas représentées ici, j'ai juste représenté les surfaces qui sont hydrophobes. Surface hydrophobe, mes petits miquets se retrouvent au niveau de A et se retrouvent au niveau de B. Qu'est-ce qui se passe au moment où je forme mon complexe d'association? Si je forme mon complexe d'association, que A et B viennent se rencontrer au niveau de ces surfaces hydrophobes, j'ai toute une série de molécules d'eau qui ont été, entre guillemets, libérées. Ces molécules d'eau qui se trouvaient à la surface hydrophobe, qui étaient structurées,
qui avaient donc une entropie plus faible, se retrouvent maintenant dans le bulk, dans le solvant volumique, et vont donc gagner en entropie. Donc, mise en contact de cette surface hydrophobe, expulsion des molécules d'eau qui se trouvaient à l'interface où il y avait le contact. Si on reprend maintenant tout ce bilan en termes d'entropie, je dois être un petit peu plus complète cette fois-ci. Je dois dire que A est entouré de N molécules d'eau sur ces surfaces hydrophobes. B est entouré de M molécules d'eau. Et au moment où je forme mon complexe d'association AB, sur ce complexe d'association AB restent encore des molécules d'eau, celles qui forment des liens H avec les parties qui sont les parties hydrophiles, et est libéré un certain nombre de molécules d'eau, M plus N moins Q de molécules d'eau sont libérées. Donc les surfaces hydrophobes exposées de A à B est plus petite que la surface hydrophobe exposée de A, plus la surface hydrophobe exposée de B. J'expulse donc ces molécules d'eau. Donc ces molécules d'eau sont libérées, et donc ici, j'ai un gain d'entropie incroyable. Toutes ces molécules d'eau qui sont reparties, j'ai vraiment un gain d'entropie de ces molécules d'eau qui surcompense de loin la perte d'entropie du fait qu'on a A plus B qui forme le complexe AB, comme on a vu en phase gazeuse. Donc, l'entropie des molécules d'eau surcompense la perte d'entropie de l'association de ces deux entités. Et donc, dans ce cas-ci, on ne doit pas oublier les molécules d'eau. Le système, ce n'est pas A et B, c'est A et B et ces molécules d'eau. Et on a un delta S0 qui est toujours positif, donc une association qui est favorable du point de vue anthropique. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet hydrophobe. L'effet hydrophobe, c'est le fait que les surfaces hydrophobes vont se mettre en contact pour expulser ces molécules d'eau qui ont été des molécules d'eau à entropie plus faible, qu'elles puissent être expulsées dans le bulk. Donc, c'est un phénomène qu'on dit qui est entropy driven. Donc, il est vraiment guidé, il est vraiment poussé par ce gain d'entropie. Alors, si on reprend maintenant ce qui se passe lors de l'association dans l'eau, A plus B en équilibre avec ce complexe AB, le delta S0, comme je viens de vous le dire, est toujours positif. C'est toujours favorable lorsqu'il y a expulsion de ces molécules d'eau du point de vue anthropique. Par contre, en ce qui concerne l'enthalpie d'interaction, là, je ne peux pas vous dire. Tout ce qu'on sait que le bilan des deux, delta H0 moins T, delta S0, doit être négatif, mais si l'entropie est suffisamment importante, si le gain d'entropie est suffisamment important, l'enthalpie peut être plus ou moins importante. Attendez, je vais juste vérifier que non, je n'ai pas un exemple qui est donné pour des chiffres, mais on peut avoir des processus d'interaction entre molécules qui n'est pas du tout favorable au point de vue de l'enthalpie. Donc c'est vraiment quelque chose qui est terriblement endothermique, mais qui est surcompensé par le delta S0 qui est positif, donc ce gain d'entropie associé à l'association. Alors c'est quoi les conséquences de l'effet hydrophobe? Les conséquences de l'effet hydrophobe, vous les connaissez tous. Dès que vous utilisez un surfactant, dès que vous utilisez des savons, c'est vraiment une conséquence de l'effet hydrophobe. Lorsqu'on a des molécules qui ont une chaîne hydrophobe représentée ici par la chaîne en rouge et qu'on a une tête polaire représentée ici par la boule bleue, qu'est-ce qui se passe si on met ces molécules amphiphiles dans l'eau? Eh bien, elles vont s'associer, et dans ce cas simple ici, je vous montre qu'elles forment des micelles, donc elles vont mettre toutes les têtes polaires à l'extérieur en contact avec l'eau, et elles vont enfouir dans leur cœur toute la partie qui est hydrophobe pour former un cœur hydrophobe. Donc ces micelles qui trouvent énormément d'applications dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie agroalimentaire, puisqu'elles sont souvent utilisées pour incorporer dans leur cœur des molécules qui ne sont pas solubles dans l'eau, mais qu'on permet de délivrer à ce moment-là comme médicament, ou qu'on permet également de libérer au moment où vous mangez quelque chose et que vous avez des arômes qui peuvent être libérés dans une matrice aqueuse avec des composés qui n'étaient pas hydrophiles. Alors, ces molécules amphiphiles peuvent également, dépendant de la taille de la tête, si vous voulez, par rapport à la taille de la chaîne, peuvent former toute une série d'autres structures d'une manière totalement spontanée dans l'eau. Donc vous mettez ces molécules amphiphiles dans l'eau, vous les mettez au-delà d'une certaine concentration, vous secouez, vous allez former des micelles. Ou bien vous pouvez former ce qu'on appelle des bicouches. Donc des bicouches, c'est vraiment comme la membrane d'une cellule. Vous allez avoir des têtes polaires des deux côtés, de l'eau à l'extérieur, de l'eau à l'intérieur. Et également ce qu'on appelle ici des vésicules, où vous avez de l'eau à l'intérieur, vous avez une cavité dans laquelle il y a encore un cœur qui est un cœur aqueux,
également énormément d'applications dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, où on peut placer ici dans la phase aqueuse des molécules qui sont bien solubles dans l'eau, mais qu'on veut protéger par exemple de conditions externes, température, conditions de pH extrême, d'autres solutés qui sont présents, protégés de la lumière. On les encapsule là-dedans. Au moment où vous les prenez ou bien au moment où vous mettez la crème sur une plaie, ça libère le composé actif qui se trouve au cœur de ces vésicules ou des liposomes, ce sont les termes qui sont utilisés. Donc, tout ça, c'est conséquence de l'effet hydrophobe. Ces molécules amphiphiles, spontanément dans l'eau, vont s'auto-organiser pour enfouir les parties hydrophobes, pour les faire partir de la partie aqueuse, libérer ces molécules d'eau. Donc tout ça, c'est vraiment un effet qui est conduit, qui est poussé par l'entropie. Alors, l'effet hydrophobe, venant ici d'un journal de chimie médicinale, donc ce sont bien les pharmacologues qui s'y intéressent, où il est marqué que l'effet hydrophobe, c'est un des plus importants, mais moins étudiés ou moins bien compris, effet qui joue un rôle extrêmement important dans ce qui concerne des processus en chimie médicinale. Le problème ici, ce n'est pas une liaison non covalente. Il ne faut pas oublier, c'est bien quelque chose qui est lié à l'entropie du système, pas à la formation d'une liaison. Alors, pour parler maintenant un petit peu des molécules d'eau et les molécules des constituants actifs en biologie que nous avons aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui est basée sur la présence de macromolécules, la chimie du carbone réduite et de l'eau. Alors, ce que je voudrais faire maintenant dans les quelques minutes qui viennent, c'est vous montrer le rôle très important que l'eau joue dans la structure et la stabilité des protéines, la structure et la stabilité des acides nucléiques, qui sont ces molécules importantes pour le codage de l'information et la transmission de l'information, et aussi dans les processus de reconnaissance moléculaire, processus qui sont indispensables au métabolisme et au fait qu'on puisse avoir des organismes dans lesquels il y a une chimie qui est en train de se passer. Alors, rappel très bref sur ce que c'est qu'une protéine. Une protéine, c'est donc un polymère d'acides alpha-aminés, donc des entités bien particulières. Il y a 20 acides alpha-aminés que nous connaissons dans nos protéines aujourd'hui. Et donc, on a une séquence d'acides alpha-aminés, la taille de la protéine de 50 acides aminés à plusieurs centaines d'acides aminés. C'est ce qu'on appelle la structure primaire. La structure primaire, c'est simplement la séquence. On donne une lettre à chacun de ces acides aminés et vous lisez des lignes entières de lettres qui est les séquences. La structure secondaire, il se fait que cette longue chaîne d'acides aminés adopte des structures secondaires préférentielles. Parmi ces structures secondaires, on peut citer ce qu'on appelle les hélices alpha. Donc, les acides aminés, la chaîne peut s'enrouler sur elle-même et former ces hélices alpha qui sont très régulières au point de vue de leur structure, au point de vue de leurs caractéristiques, ou bien dans des feuillets bêta où elles se replient les unes par rapport aux autres, les liaisons hydrogènes entre acides aminés jouent un rôle extrêmement important pour la stabilité de ces hélices et de ces feuillets bêta, ou bien elle peut adopter ce qu'on appelle des structures random coil, donc arbitraires, mais quand même stables. Donc ça adopte quelque chose, mais qui n'est pas connu comme étant quelque chose qui se reproduit régulièrement dans toutes les protéines. Les hélices alpha et les feuillets bêta, on en trouve dans toutes les protéines en proportions différentes. C'est ce qu'on appelle les éléments de structure secondaire. Et puis ces éléments de structure secondaire, pour arriver à la structure tridimensionnelle finale de la protéine, c'est ce qu'on appelle la structure tertiaire, c'est simplement la façon dont s'y disposent les uns par rapport aux autres. Et ici, je peux vous montrer des exemples de structures 3D de protéines représentées d'une manière totalement schématique. On a juste un ruban qui représente la chaîne principale de ces protéines. Et vous voyez comme ici, vous avez une protéine qui est essentiellement composée d'hélices alpha. Ici, une protéine qui est essentiellement composée de feuillets bêta. Ici, une qui a un peu des deux, des feuillets bêta et des hélices alpha. Et ici, vous voyez une vue de côté et une vue de haut d'une isomérase où vous voyez que vous avez des feuillets bêta au centre et vous avez ces hélices alpha qui se mettent à l'extérieur. Donc ça, c'est des exemples de structures 3D de protéines dont on détermine expérimentalement cette structure par des techniques comme les rayons X, la diffraction des neutrons ou ce que nous faisons au laboratoire de la résonance magnétique nucléaire. Alors, pourquoi est-ce que l'eau est importante pour ces protéines? L'eau est importante pour différentes choses. D'abord, l'effet hydrophobe. Donc, il est maintenant
connu que lorsque beaucoup de personnes s'intéressent encore au problème du reploiement des protéines. Comment se fait-il quand cette protéine est synthétisée, qu'elle va adopter une structure tridimensionnelle bien stricte, bien régulière. Donc, vous prenez votre protéine, vous chauffez, vous la dénaturez, vous la refroidissez, elle réadopte la même structure tridimensionnelle, que ce soit in vitro ou in vivo. Donc, beaucoup de gens essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe pour le reploiement des protéines, et il est sûr que l'effet hydrophobe joue un rôle extrêmement important. Donc, dans les premières étapes de reploiement des protéines, donc vraiment dans la force motrice, c'est le fait que toutes ces chaînes latérales qui seraient hydrophobes dans les protéines, tout ce qu'elles veulent faire, c'est quitter l'eau, elles vont s'enfuir dans le cœur de la protéine en expulsant ces molécules d'eau. Donc ça, c'est l'effet moteur, c'est quelque chose qui a un delta S0 qui est favorable. Point de vue enthalpique, c'est négligeable, parce que la molécule ouverte interagit avec d'autres molécules d'eau, la molécule fermée, les entités interagissent entre eux. Mais au point de vue anthropique, c'est quelque chose qui est totalement favorable. Donc l'effet hydrophobe, sans la possibilité d'avoir l'effet hydrophobe, on n'aurait pas ce reploiement qui se ferait des protéines. Alors, l'eau joue aussi un rôle important au niveau des protéines, parce qu'une protéine, ce n'est pas que cette chaîne d'acides aminés. L'eau est vraiment là pour jouer un rôle de ciment, si vous voulez, dans ces molécules. Pourquoi? Elles font vraiment partie intégrante dans la structure de la molécule. Cette chaîne, une fois qu'elle s'est reployée, il y a des molécules qui sont piégées quand même au centre, mais ces molécules, elles ne sont pas piégées parce qu'elles n'ont pas eu le temps de partir, elles sont piégées parce qu'elles jouent un rôle, elles forment des liens H entre différentes parties de la molécule à l'intérieur, au cœur de la molécule, liant des groupements carbonyles à des groupements des NH par exemple, bon, vraiment pour former ces liens H. Donc c'est une partie intégrante de la structure des protéines. Ces molécules, différentes techniques spectroscopiques ont pu montrer qu'elles ont des durées de vie bien plus grandes que les molécules d'eau qui sont à la surface de l'ordre de 10-6 à 10-9 secondes. Et comme je viens de vous le dire, elles participent à ces réseaux d'interaction favorables et stabilisent la structure 3D des protéines. Donc, il y a toute une série de molécules d'eau qui sont expulsées, c'est l'effet hydrophobe, ce sont les molécules d'eau qui étaient au niveau des parties apolaires, mais les molécules d'eau qui restent et qui interagissent avec les parties polaires, c'est quelque chose qui est extrêmement favorable. Alors, ces molécules d'eau piégées, non seulement elles sont là pour jouer sur la structure des protéines, mais les protéines, ce ne sont pas des molécules figées. Il est très important pour qu'elles puissent jouer leurs différentes fonctions, leurs différents rôles, que ces molécules soient flexibles. Et le fait qu'il y ait ces molécules d'eau qui sont quand même dynamiques au fin de la protéine permet à la structure 3D d'avoir une certaine flexibilité, une certaine dynamique pour que ces protéines puissent jouer les différents rôles. Et donc, ces molécules d'eau qui sont là, elles peuvent également participer à des processus biologiques en tant que réactifs dans des réactions d'hydrolyse, mais ça, on ne va pas en parler ici. Donc, l'eau et les protéines, juste pour le représenter d'une manière très schématique, si ceci, c'est la chaîne principale de ma protéine, que les petits traits ici, je vous ai représenté quelques-uns des chaînes latérales, donc des acides aminés, que les boules rouges représentent des groupes hydrophobes, lorsque la molécule est totalement déployée, je me retrouve avec des molécules d'eau qui se structurent autour du groupe hydrophobe. J'ai également des groupements ici qui forment des interactions, des liens H favorables avec des molécules d'eau. Lorsque la protéine est reployée, donc c'est vraiment très schématique, il y a l'enfouissement des groupements hydrophobes avec les molécules d'eau qui sont libérées, et puis il y a ces molécules d'eau liées qui jouent le rôle pontant, qui jouent ces rôles extrêmement importants dans la stabilité de la structure et la flexibilité de la protéine. Donc ça, c'est pour les protéines. Les autres macromolécules importantes, ce sont les acides nucléiques, et des choses très similaires, il faut discuter des choses très similaires au niveau des acides nucléiques. Donc, l'acide nucléique, c'est également un polymère, pas un polymère d'acides aminés, mais un polymère de nucléotides. Représenter ici ce polymère de nucléotides d'une manière qu'on dit monocaténaire, donc juste la chaîne, vous avez quoi? Le monomère, c'est un groupement phosphate, un sucre qui est le ribose ou le désoxyribose, dépendant si on parle de l'ADN ou de l'ARN, et une base. Et de nouveau, vous avez un deuxième monomère qui est ici, et un troisième monomère, qui sont tous liés entre eux. On parle d'un squelette sucre-phosphate, et on a ici toutes les bases qui viennent se positionner. Ce squelette sucre-phosphate, chacun de ces groupements phosphates est chargé négativement. Donc, on a, lorsqu'on parle d'un acide nucléique, on a un polyanion. Donc, on a toutes ces charges négatives qui sont compensées par des contrions, du magnésium, du sodium, du potassium. Ça dépend de l'endroit où ces molécules se situent. Alors,
vous pouvez tous retourner à ce que vous avez appris au collège, au lycée, c'est que l'appariement entre les paires de base, dont la structure de Watson-Crick est évidemment la structure la plus connue, qui conduit, on l'a déjà vu ce matin dans la présentation de Francis, la double hélice de l'ADN. Donc ici, il y a la double hélice, sachant qu'il y a plusieurs types de double hélice. Il n'y a pas que la double hélice de Watson-Crick qui est de type B. Il y en a toute une autre série de types de double hélice. Mais bon, ceci, c'est la double hélice de l'ADN. L'ADN est toujours sous forme de double hélice. Et quand vous regardez l'ARN, que ce soit l'ARN messager de transfert ou de ribosomal, il y a également des appariements des bases. Mais ici, c'est une seule chaîne qui se replie sur elle-même et qui peut former des appariements. Dans la double hélice, on a bien deux chaînes antiparallèles qui s'enroulent l'une autour de l'autre. Et ceci, c'est bien lié à l'appariement des paires de bases, représentées ici joliment par les petits traits de couleurs différentes. Donc ces acides nucléiques, là aussi, l'eau joue un rôle extrêmement important pour conditionner la structure de cet ADN, la structure de l'ARN, structure qui est extrêmement importante pour que ces molécules puissent faire les fonctions, avoir les fonctions qu'elles ont. Alors premièrement, on a un polyanion. Alors polyanion, vous avez toutes ces charges négatives les unes à côté des autres. Heureusement qu'il y a des molécules d'eau qui sont présentes avec une constante diélectrique qui est élevée, donc qui écrante la répulsion entre toutes ces charges négatives les unes à côté des autres. Donc il est très important d'avoir les molécules d'eau autour des groupements phosphates. Les groupements phosphates sont hydratés, ça diminue la répulsion électrostique entre groupes phosphates due à la haute constante diélectrique de l'eau. Les paires de bases qui forment des liens H avec l'eau, également, donc même quand on a cette double hélice, les paires de bases ne sont pas protégées de l'eau et il y a stabilisation de l'appariement grâce à des molécules d'eau qui forment des liens H supplémentaires, tout comme les sucres qui forment des liens H. Donc ici, les groupements phosphates, c'est pour diminuer la répulsion électrostatique. Et ici, en ce qui concerne les paires de bases et des sucres, les molécules d'eau, c'est comme dans les protéines, jouent un rôle partie intégrante de la structure de la molécule qui conditionne sa structure, qui conditionne sa stabilité, tout en laissant une certaine dynamique à ces molécules. Donc, ça conditionne et ça stabilise la structure 3D des acides nucléiques. L'eau peut le faire, c'est une petite molécule. Donc, elle peut former ces multiples liens H en ne prenant pas beaucoup de place. Quelque chose aussi d'extrêmement important à retenir. Et maintenant, si on revient de l'eau dans les processus de reconnaissance moléculaire tels qu'il y a les processus qui se passent dans l'eau aujourd'hui, il y a énormément de processus de reconnaissance moléculaire. Que vous prenez des récepteurs, que ce soit une protéine, que ce soit un récepteur transmembranaire, que ce soit l'ADN qui doit interagir avec différents autres types de ligands ou d'autres macromolécules avec lesquelles elles interagissent. Donc tous les processus biochimiques résultent de processus de reconnaissance moléculaire. On forme ces complexes d'association, mais, chose importante, il y a fixation et sélection qui a lieu en même temps. Les enzymes ne vont pas prendre n'importe quoi comme ligand et catalyser n'importe quelle réaction. Et on parle souvent dans des processus de reconnaissance moléculaire, pas de la constante d'affinité, mais du KD, qui est l'inverse, qui est simplement la constante de dissociation. Alors, dans ces processus de reconnaissance moléculaire, je pense déjà vous avoir convaincu avec l'effet hydrophobe, qu'ici, c'est extrêmement important que l'effet hydrophobe également va jouer un rôle extrêmement important dans ces processus de reconnaissance moléculaire. Donc, lorsqu'on a un récepteur qui interagit avec un ligand, il y a adaptation, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une clé qui rentre dans une serrure, c'est une main qui rentre dans un gant, il y a une certaine flexibilité, donc il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de l'enthalpie et de l'entropie, mais à nouveau ici, l'effet hydrophobe et les molécules d'eau aux interfaces jouent un rôle très important, de nouveau représenté d'une manière très schématique qui est ici. Je reprends le ligand et je reprends le récepteur. La partie que j'ai hachurée ici, c'est la mise en contact des surfaces hydrophobes. Lorsque ces surfaces hydrophobes sont mises en contact, les molécules d'eau sont expulsées. Et par contre, il y a des molécules d'eau pontantes, comme on avait montré dans les protéines, qui permettent aux deux parties de rester ensemble. Et de ça, il y a beaucoup de... je vais d'abord faire ce transparent-ci. Des personnes comme Philip Ball, qui est un des éditeurs du journal Nature, qui est un chimiste et quelqu'un qui écrit des articles absolument remarquables. Il a écrit un article dans le journal Chem Phys-Chem il y a quelques années qui s'appelle « Water as a Biomolecule ». Donc il dit bien que l'eau n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose qui est un constituant actif en biologie. Ce n'est pas simplement un solvant, mais ça joue un rôle dans beaucoup de processus et que l'eau devrait être considérée comme une biomolécule
de son plein gré à elle, de personne d'autre, parce que c'est une molécule qui peut être extrêmement importante et que c'est une molécule qui accommode pas mal de choses. Ceci était le transparent, le cliché que je voulais vous montrer avant pour vous montrer l'importance de l'entropie au niveau des processus de reconnaissance moléculaire. Ici, ce sont des données qui concernent l'interaction entre un récepteur, pas important de savoir quel récepteur, mais c'est un récepteur protéinique, qui est le récepteur D2 de la dopamine, qui interagit avec la spirénone, et ceci sont les données obtenues au niveau de l'interaction. On voit qu'on a un delta G0 qui est très favorable. Donc on a un delta G0, on forme, c'est quelque chose qui a une très grande affinité, on a un delta G0 proche de moins 60 kJ par mol, mais si on décortique maintenant dans la partie enthalpique et la partie entropique, on voit très bien qu'au point de vue enthalpique, ce n'est pas du tout favorable. Par contre, la partie entropique, ici j'ai porté le T delta S0, on voit ici qu'on a quelque chose qui est extrêmement favorable. On a quelque chose qui est de plus 71,8 kJ par mol. Donc delta G0 moins T delta S, on a quelque chose qui est extrêmement favorable à ce moment-là. Et donc, le fait que l'interaction ait lieu, ça n'a rien à voir avec l'enthalpie, ça a à voir avec l'entropie. Et si ça a à voir avec l'entropie, l'effet ici hydrophobe joue un rôle qui est extrêmement important. Et c'est un autre exemple ici où on a l'interaction entre l'ADN et l'ARN polymérase qui permet de synthétiser l'ARN messager à partir de l'ADN. On voit de nouveau que c'est un processus qui n'est pas du tout favorable, mais vraiment pas du tout favorable au point de vue de l'enthalpie, mais qui est favorable au point de vue de l'entropie. Donc il y a beaucoup de processus d'abord où il y a une compensation entropie, enthalpie. Voilà. Donc ça, c'est vous parler de la molécule d'eau en tant que molécule, de l'eau en tant que solvant, de l'importance de l'eau dans les processus entre les macromolécules qu'on a aujourd'hui. Donc on peut se poser maintenant, est-ce que l'eau est nécessaire à toute forme de vie? Donc je ne vais pas m'étaler trop longtemps, mais vous rappelez la définition qu'on a du point de vue d'une définition thermodynamique de la vie pour savoir quelles sont les conditions minimum, le système minimum pour la vie. Il faut un système ouvert et codé, il faut un système dans lequel il peut y avoir une chimie variée, une chimie où il peut y avoir des réactions chimiques et de transmission d'informations. Donc c'est un système fermé qui peut avoir une chimie, qui peut évoluer, qui peut se reproduire. Alors regardons un petit peu qu'est-ce qu'il en est, pourquoi est-ce que l'eau serait importante là-dedans. Première chose importante, c'est qu'il faut une frontière semi-perméable. Alors, il y a pas mal de choses qui sont discutées dans la littérature. Comment est-ce qu'on peut avoir un endroit confiné? Il faut quand même que ces molécules soient confinées pour avoir cette entité. Alors, il y a plusieurs exemples qui sont donnés. Il y a des cavités préformées dans un solide, comme dans les zéolithes, où on a dit, tiens, la vie aurait pu éclore à cet endroit-là parce que c'était quelque chose qui était confiné. Oui, mais comment est-ce qu'on reproduit ça? Comment est-ce qu'on peut avoir une transmission? Comment est-ce qu'on peut se diviser en d'autres systèmes si on est dans un endroit confiné comme dans un solide? Il y a aussi dans des argiles, dans des matériaux lamellaires où on pense qu'on peut avoir confiné. Oui, on peut avoir confiné, oui, il y a une certaine chimie qui a pu se passer, mais c'est très difficile d'imaginer à partir de ces endroits confinés comment est-ce qu'on a pu avoir division par après pour que vie puisse y avoir, pour qu'il y ait cette transmission, la continuité. Alors ici, un exemple et l'idée la plus soutenue, c'est qu'on avait des vésicules. Alors des vésicules veut dire qu'on avait la bulle de savon. Donc vous avez une bulle de savon, vous voyez bien, votre bulle, elle peut se diviser, vous pouvez avoir d'autres petites bulles qui arrivent. Donc on voit plus facilement là comment est-ce qu'on peut arriver à avoir la possibilité de cette division si on a des vésicules. Alors là, qu'est-ce qu'il faut donc? Il faudrait, pour qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir cette frontière semi-perméable, il faut qu'elle puisse se former. Et à cause de l'effet hydrophobe, c'est quelque chose qui va pouvoir se faire spontanément dans l'eau. Vous prenez tout autre solvant organique, il n'y a pas cet effet solvophobe qui est ce gain énorme dû à l'expulsion des molécules de solvant. Les gens pensent à l'ammoniac, mais l'ammoniac n'a pas du tout les mêmes si on fait des expériences en laboratoire. L'effet ammonophobe, si vous voulez, n'est pas du tout le fait que ces molécules d'ammoniac qui ont aussi la possibilité de former des liages, ce n'est pas du tout aussi marqué que ce qu'on peut observer lorsqu'on travaille dans les molécules d'eau. Donc la possibilité de créer une frontière semi-perméable, c'est quelque chose qu'on peut imaginer très facilement dans l'eau, avec des molécules qui sont amphiphiles. Ça se forme spontanément, je vous ai dit, vous mélangez ces molécules et vous allez spontanément former ces vésicules ou ces liposomes. Ça dépend de la type de molécule que vous avez choisi. Donc pour la première condition, une frontière, l'eau
permet de l'avoir. Ce qu'il faut après, c'est une chimie et une transmission d'informations. Pour qu'il puisse y avoir une chimie, il faut qu'il y ait différents types de molécules qui puissent être solubilisées dans le solvant. J'espère vous avoir convaincu que l'eau est un bon solvant pour dissoudre des ions, des cations, des molécules polaires, même des molécules apolaires. Dans d'autres solvants, il n'y a pas cette grande diversité dans les types de molécules qui peuvent être dissoutes. Donc l'eau ici joue un rôle qui est extrêmement important parce qu'elle est très riche en ce qui concerne la diversité des solutés. L'autre solvant, dans les solvants organiques, il n'y a vraiment pas cette possibilité. Il y a des solvants comme le formamide où certaines choses sont présentes, mais vous allez voir, il y a un autre problème avec le formamide. Alors, on a besoin d'une diversité de solutés. L'eau est très bonne puisqu'elle permet de dissoudre une chimie qui est extrêmement riche. Les molécules sont indispensables parce que pour qu'il puisse y avoir tout le monde est d'accord qu'il faut des grosses macromolécules pour qu'il puisse y avoir cette information, cette transmission d'informations pour qu'il puisse y avoir vie. Mais ces macromolécules, elles doivent être chimiquement stables. Donc, il faut évidemment avoir un solvant qui ne va pas s'amuser à rompre toutes les liaisons qui sont des liaisons covalentes. Donc, elles doivent être chimiquement stables, elles doivent pouvoir adopter une structure tridimensionnelle bien précise pour jouer leur fonction, mais elles doivent également être flexibles. Elles ne peuvent pas être figées. Si elles sont figées, elles ne peuvent pas accommoder des solutés au niveau de sites enzymatiques. Donc, il faut des molécules qui ont ces propriétés. Là, l'eau joue un rôle extrêmement important. Oui, l'eau peut être un réactif en faisant des réactions d'hydrolyse, mais c'est quand même une molécule qui est beaucoup moins réactive que si vous prenez l'ammoniac ou que si vous prenez d'autres types de solvants. Mais il faut aussi, pour qu'il y ait cette chimie et cette transmission d'informations, être dans un milieu qui est tamponné. Tant tamponné du point de vue chimique que tamponné par rapport à des conditions de température et de pression. Alors, au point de vue du fait de jouer tampon des fluctuations chimiques, l'eau peut jouer le rôle d'accepteur de protons et donneur de protons. C'est une base, c'est un acide. On a la molécule H3O+, et on a OH-. Donc vous savez que vous pouvez tamponner les choses dans l'eau au point de vue des excès de pH, de concentration en espèces réactives, mais est aussi quelque chose, l'eau, de par ses propriétés, de par sa chaleur spécifique élevée, de par qu'elle est peu compressible, de par le fait que la glace flotte sur l'eau, c'est un solvant qui permet d'avoir extrêmement bon pour être tamponné des fluctuations, que ce soit de température ou de pression. Et donc tout ça est possible dans l'eau, qu'on puisse avoir tant la diversité des solutés que des molécules qui sont complexes, qui sont chimiquement stables et qui adoptent une structure, que d'être dans un milieu qui peut tamponner des fluctuations. Et tout ça, c'est par rapport à ces différentes propriétés physico-chimiques de l'eau. Alors, comme je vous ai dit, l'eau, est-ce que c'est unique comme solvant? Le formamide, donc il y a des travaux qui ont été faits dans le laboratoire d'Armand Latte et Isabelle Ricot-Latte concernant le formamide, qui est aussi un solvant, dans lequel ils ont observé que lorsqu'on utilise le formamide, on peut avoir des formations de micelles. Donc, formation de micelles, vous devez dire que ces molécules amphiphiles peuvent se structurer et peuvent donc avoir la possibilité également d'être une piste. Elle a également une tension superficielle élevée, elle a également une constante diélectrique élevée qui était important pour pouvoir écranter aussi des interactions électrostatiques, mais c'est une molécule dont la chimie est beaucoup moins riche et vu la taille qu'elle a par rapport à la molécule d'eau, la molécule triatomique qui est une petite molécule, le formamide est beaucoup moins versatile aux interfaces et ne peut jouer le rôle que joue l'eau dans les propriétés d'interaction entre différentes molécules. Alors, en conclusion de tout ça, les conclusions vont être que le message à retenir, c'est l'eau n'est pas simplement un solvant. Si on regarde ce qui se passe dans la vie, c'est un réactif, c'est un transporteur de protons, c'est un complexant d'anions et de cations, c'est un élément constitutif des macromolécules, et c'est surtout ce qu'on appelle parfois une marieuse moléculaire, en ce sens qu'elle pousse les molécules à se mettre ensemble, du fait que ces molécules d'eau puissent être expulsées. Donc le processus de reconnaissance moléculaire qui sont extrêmement importants dans les cas de processus de la vie. Alors, que la vie puisse exister dans un autre solvant n'est pas totalement exclu, mais c'est vraiment très peu probable s'il faut avoir quelque chose qui est aussi riche. De toute façon,
Si c'est une vie, c'est une autre vie que celle que nous connaissons. Donc ce ne sera certainement pas une vie qui est basée sur les mêmes composants. Ce ne serait certainement pas, si c'est un autre solvant, une chimie qui serait nécessairement basée sur la chimie du carbone à ce moment-là également, ni sur les mêmes sources d'énergie. Mais là, on se lance encore pas seulement à réfléchir aux solvants, mais aussi aux autres éléments constitutifs qui sont là. Alors juste une petite blague d'humour ici, c'est simplement pour dire to make something out of nothing, just add water. Donc c'est juste pour montrer que si on n'a rien, on peut l'avoir. Alors je termine simplement avec des remerciements pour mes deux collègues avec qui j'interagis journalièrement, donc le professeur Jacques Reiss et le docteur Gilles Brelans. Et donc ceci, c'est notre source de financement. Et je vous remercie pour votre attention.